n'a pas de retour. Ah oui, il est là-bas uniquement. Bonjour. Bonjour. Je vous ai bien. Alors. Je sais pas si on se déplace là-bas, du coup, ou ça devrait marcher là. Hier, en fait, à chaque fois, les intervenants se sont déplacés au pupitre. Apparemment, c'est mieux. Parce qu'ils filment aussi. Ils ont fixé la caméra sur le pupitre. Donc, c'est peut-être mieux. Et puis hier, ça marchait pas. Quoique là, on dirait que ça marche. D'accord. Comme Là, vous ça voulez. Moi, je peux vous passer les slides si vous voulez rester à vos places. Bah, c'est pour gagner du temps en fait, parce que si on bouge tous, peut-être que. Ok, bah, je vous passe les slides et vous restez à vos places. Oui, parce que 5 minutes, ça c'est pour bon. Tenez. Vérifiez que ça marche partout. Ça marche partout. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur la responsabilité sociétale, levier de transformation des collectivités. J'ai le plaisir donc d'animer cette conférence. Je suis Salia Marié, directrice de l'agence Lucie. Et donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir des intervenants qui ont eu la grande gentillesse de répondre présent pour vous présenter donc, les enjeux de la responsabilité sociétale pour les collectivités. Donc, nous avons Sarah Schoenfeld du Comité 21, Felaï Malayen du Global Compact France, Marie Lapalle de la Maïf et Christophe Gerhardt de la communauté de communes de la vallée du Haut-Anjou. Voilà, qui va donc vous apporter son retour d'expérience, son témoignage, notamment sur la labellisation, puisque c'est la première collectivité labellisée, Lucie 26 000 collectivités. Eh bien, tout d'abord, nous allons commencer sur une partie sur les enjeux, où donc les différents intervenants vous présenter en quoi la responsabilité sociétale peut être un levier de transformation, et notamment pour atteindre les 17 objectifs de développement durable mis en place par l'ONU à horizon 2030. Et donc, nous allons commencer par Sarah, du Comité 21, que je vais laisser aussi se présenter, et son organisation, qui va donc vous parler de ces enjeux autour de la question « Pourquoi la responsabilité sociétale des collectivités territoriales doit s'inscrire dans l'agenda 2030 ?» Bonjour, merci beaucoup Salia. Toujours important de se présenter pour savoir d'où on parle et qui on représente. Le Comité 21, c'est la principale organisation multi-acteurs en France sur les enjeux de développement durable. On fédère 5 types d'acteurs, aussi bien des collectivités territoriales, des régions, des départements, des villes et des EPCI, des entreprises aussi de toute taille, des entreprises aussi bien du CAC 40, des ETI, des PME, voire même des startups. Un collège associatif avec des associations qui travaillent en France comme des ONG françaises qui travaillent à l'international. Un 4e collège autour des établissements d'enseignement supérieur, privés et publics, donc grandes écoles et universités. Et le tout dernier collège qu'on a créé il y a à peu près 1 an et demi de citoyens, parce qu'on a fait l'analyse qu'on ne pouvait pas bien déployer des stratégies de développement durable dans les organisations publiques ou privées sans impliquer aussi la dimension citoyenne. Donc nous, comment on agit? On est à mi-chemin entre un think tank et un do tank, un réseau qui propose des notes d'analyse, des rapports, des notes aux décideurs, des recommandations, et aussi on organise des événements pour que tous ces acteurs puissent se rencontrer, se connaître et ramer dans le même sens du développement durable. Alors la question qui est posée là aujourd'hui, la responsabilité sociétale des collectivités, des fois de prime abord, on peut se dire les collectivités territoriales, de base, elles sont là pour viser l'intérêt général et le bien commun. Donc, qu'est-ce que cette question? Et finalement, la réponse, elle est un peu double. Il y a non seulement la responsabilité sociétale en interne de la collectivité territoriale, qui est une organisation qui emploie beaucoup de personnes et qui doit se poser la question de son exemplarité aussi en interne, mais même
c'est un peu compliqué avec le masque, hein, et même si j'ose dire, dans les politiques publiques qu'elle met en place, qu'elle définit, qu'elle met en œuvre et dont elle a la responsabilité de mettre en mouvement tous les acteurs de son territoire autour de ces enjeux-là, il faut qu'elle se pose la question, est-ce que c'est bien l'intérêt général? Est-ce que c'est bien le bien commun que je poursuis? Et donc nous, au Comité 21, depuis 2016 à peu près, on fait l'analyse que l'agenda 2030, c'est le cadre le plus... alors c'est un peu ce que j'ai décliné là dans la slide, c'est d'abord le cadre le plus légitime. C'est le plus légitime parce que vous avez des organisations mondiales de collectivités. Je pense à CGLU, je pense à ICLEI, je pense à l'ancien nom c'était Énergie Forest, maintenant c'est Région Fort. Vous avez des organisations mondiales de collectivités qui font un très important travail de plaidoyer auprès du système des Nations Unies pour que soit reconnu le principe de subsidiarité et le rôle des collectivités territoriales partout dans le monde comme le niveau le plus à même de décliner les objectifs internationaux qui sont pris dans les enceintes internationales. Je pense à l'accord de Paris sur le climat, je pense aux prochains accords qui vont arriver sur la biodiversité, etc., etc. Et donc, c'est vraiment ce rôle des collectivités territoriales et des élus locaux de mettre en œuvre. Le rôle des États et des organisations internationales, c'est de donner le cadre. Le rôle des collectivités, c'est véritablement d'être cette cheville ouvrière qui la décline opérationnellement sur son territoire. En parallèle de ça, on a l'État français qui a fait ce travail de digestion, de traduction de ce que c'est l'agenda 2030 pour la France. Et donc, ils ont décliné ça. Alors, je suis passée un peu vite sur l'agenda 2030, mais il y a 17 objectifs à poursuivre. Chacun des 17 objectifs est décliné en cibles. Et l'État français a fait ce travail de digestion, de traduction de qu'est-ce que ça veut dire pour la France et a reventilé ça en 6 enjeux. C'est la feuille de route nationale française de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et cette feuille de route française de mise en œuvre des ODD, c'est ni plus ni moins maintenant que la stratégie nationale de développement durable. Donc, quand on est une collectivité, si on veut s'inscrire aussi dans les objectifs de la France, c'est par définition le cadre légitime. Ça a un autre atout, c'est aussi très utile pour les collectivités de s'appuyer sur les ODD, puisque c'est un cadre qui est, en plus d'être admis par la communauté internationale et par l'État, c'est un cadre de plus en plus utilisé par les bailleurs de fonds. On est dans une époque où les dotations de l'État français pour les collectivités se fondent comme neige au soleil. Et si on veut aller chercher des financements additionnels pour financer ces politiques publiques, il faut qu'on se tourne vers l'Union européenne, il faut qu'on se tourne aussi vers l'État qui va de plus en plus opérer avec des appels d'offres. Et on nous demande à chaque fois, dans les réponses appels à projets, quel est votre impact sur les ODD, comment vous vous inscrivez dans cette démarche d'agenda 2030. Et donc, c'est important d'avoir fait ce travail. Donc, c'est utile. En même temps, ça permet aussi de mobiliser et de faire ce travail de conviction que le développement durable ou la responsabilité sociétale, ce n'est pas que le pilier environnemental. On l'a vu là récemment avec la crise des Gilets jaunes, mais on le voit depuis plus longtemps. Si on avance uniquement sur ce pilier environnemental de protection de la nature, de plans, des PCAET pour la transition énergétique, pour lutter contre les changements climatiques, et qu'on n'a pas une approche plus globale d'inclusion sociale, d'avoir des retombées économiques, on parle là de la relance verte, etc., on n'y arrive pas. Il faut avancer en parallèle sur tous ces piliers. C'est bien la philosophie de l'agenda 2030, qui a des ODD environnementaux, qui a des ODD sociaux, qui a des ODD économiques. Et cette matrice, elle permet de voir un peu toutes les interrelations entre chacun de ces ODD, en disant que quand vous travaillez sur la pauvreté, quand vous travaillez sur l'eau, vous travaillez sur la pauvreté, vous travaillez aussi sur la biodiversité, vous travaillez aussi sur le climat. Et donc, c'est cette vision à 360 degrés qu'il faut vraiment prendre. Et des fois, il y a même des interrelations, des externalités négatives de certaines politiques publiques sur d'autres dont on n'a pas forcément conscience. Et ça permet de faire cette analyse à 360 degrés, de voir quelles sont les externalités positives escomptées d'une politique publique, par exemple, et quelles sont peut-être, ce que je n'ai pas regardé dans l'angle mort de mon rétroviseur, l'externalité négative d'une politique publique.
Ça permet aussi, donc ça c'est un peu la même idée, mais ça me permet d'enfoncer le clou, ça permet de mettre en cohérence tous les schémas que les collectivités mettent en place. On a pléthore de documents de planification. On peut en citer, il y a les PLU, les SCOT, les PCAET, les schémas d'eau et d'assainissement, etc., dans différentes sphères. Et l'agenda 2030, ça permet également de se dire, je vais mettre à plat tous ces documents de planification et je vais regarder comment je peux les mettre en cohérence les uns entre eux, les uns envers les autres, pour essayer de viser une efficacité un peu plus grande de la cohérence globale de mes politiques publiques. Et enfin, et en même temps, c'est un argument, je crois, un des plus forts, ça permet d'avoir un langage commun avec d'autres acteurs. Quand on est une collectivité, on est forcément amené à coopérer avec des échelons infra, supra de collectivités territoriales. Forcément, on est amené à collaborer avec des acteurs économiques de son territoire, avec les acteurs associatifs. Et comme c'est un cadre qui est de plus en plus utilisé, en tout cas, on réfléchit de plus en plus à inscrire son action dans ce cadre-là, ça permet d'avoir le même langage. Après, on peut passer à l'autre slide. Alors, ça permet d'avoir un même langage, même si moi je milite pour qu'on ne prenne pas l'agenda 2030 tel quel. L'agenda 2030, c'est le fruit de compromis internationaux. Ça a été négocié il y a bien plus de 5 ans maintenant, entre 190 et quelques pays dans le monde. Et donc, c'est forcément le fruit de compromis. Donc, il y a pas mal de collectivités territoriales qui viennent vers nous au Comité 21 en disant « mais finalement, il manque beaucoup de choses dans cet agenda, ou alors les cibles ne sont pas assez ambitieuses. Nous, on a déjà atteint au moins 50 ou 60% des cibles. Il ne nous convient pas, ce cadre. » Et moi, je leur dis « mais ce cadre, il n'est pas à prendre tel quel. Il est à regarder et comprendre la philosophie qu'il y a derrière. Et ensuite, comme l'État français a fait cet exercice de traduction, de digestion, on regarde quelles sont les cibles qui sont déjà atteintes. Peut-être qu'on se fixe des objectifs un peu plus ambitieux sur ces cibles-là. S'il y a des cibles qui ne nous parlent pas du tout parce que ce n'est pas notre niveau de compétence, eh ben peut-être qu'on va regarder plus loin que uniquement... Je prends toujours cet exemple, par exemple, dans l'ODD 16, vous avez une cible qui est dédiée à la baisse du taux d'intérêt pour le transfert d'argent entre populations migrantes dans les pays développés vers leurs familles restées là-bas. Bon, les collectivités territoriales, elles n'ont pas de compétences sur ce taux d'intérêt. Pourtant, comprendre la philosophie qu'il y a derrière, c'est-à-dire favoriser les liens de solidarité financière entre les diasporas, là, on peut avoir des idées qui arrivent derrière. Une collectivité, elle peut mettre en place un projet sur son territoire qui est générateur de ressources économiques, où elle va favoriser plutôt ces populations migrantes. Et là, elle sera dans l'esprit de cette cible-là. Donc, il n'est pas à prendre au pied de la lettre, cet agenda 2030. Il est vraiment à traduire. Je prends un dernier exemple, la ville de Strasbourg. Pour elle, c'est très important. Elle a une forte implication sur la dimension culturelle. Elle s'est dit, mais il n'y a aucun ODD qui parle de culture. Et ben, elle a créé son 18e ODD autour des enjeux culturels. Donc, l'important, c'est vraiment de se dire, je suis dans cette philosophie, je suis dans une démarche d'amélioration continue, et j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice dans ces objectifs mondiaux. Autre chose importante, ça fait peur, 17 ODD, 169 cibles. L'important, c'est pas forcément d'aller vers le 100% et de regarder le haut de la montagne. Il faut commencer par se dire, je fais des ODD sans le savoir. Tout le monde en fait. Donc, je fais cet exercice du tamis, où je passe à travers le tamis des ODD, mes politiques publiques. Je regarde ce qui reste dans le fond de mon tamis. C'est ce que je fais déjà. Déjà, je communique sur ce que je fais déjà. Et ensuite, je regarde ce qui est passé à travers le tamis. Et je regarde les ODD qui sont assez proches, les cibles, les ODD qui sont assez proches, auxquels j'ai un effet de levier possible. Et je mets en place des actions, des politiques publiques dessus. Et je mets un peu plus loin les cibles qui sont pour moi un peu compliquées. Et peut-être que j'y arriverai sur les dernières années de la décennie qui reste. Simplement pour finir, vous avez aussi beaucoup de collectivités qui sont pionnières dans l'appropriation de ce cadre
Agenda 2030. Regardez ce qui se passe. Il n'y en a pas une qui s'est approprié l'Agenda 2030 de la même façon. Il n'y a pas une seule façon de faire. C'est un processus qui est en cours, qui vit. Par exemple, la ville de Strasbourg, je vous ai dit, s'est dotée d'un 18e ODD, mais elle a commencé aussi à analyser son budget de fonctionnement et d'investissement à l'aune des ODD. Vous avez la ville de Niort qui a véritablement construit une feuille de route complète qui s'appelle Niort 2030, qui est très intéressante à aller regarder également. Vous avez la région Bourgogne-Franche-Comté qui s'est appropriée uniquement l'agenda 2030, d'abord sur ses actions à l'international, en se disant que c'était un très bon outil de coopération internationale avec ses régions partenaires à travers le monde, et qui maintenant se pose la question de l'utilité de l'agenda 2030 sur son développement territorial en France. Donc voilà, il n'y a pas une seule façon de faire. Regardez les bonnes pratiques autour de vous, outillez-vous. Nous, au Comité 21, on a sorti un guide l'année dernière, au mois de novembre dernier, alors qui est gros, qui fait peur, mais ce n'est pas à lire de la première page à la dernière page. C'est un guide qui est structuré en 4 chapitres. Vous avez un premier chapitre plutôt sur ce que je viens de vous expliquer, pourquoi c'est utile, un plaidoyer politique de si les collectivités ne s'en emparent pas, ça ne pourra pas être réalisé. Quand vous croisez les cibles et les ODD avec les compétences des 4 niveaux de collectivité en France, vous voyez qu'il y a 80% de l'agenda 2030 qui ne peut pas être atteint sans le concours des collectivités. Ça, c'est le premier chapitre. Vous avez un deuxième chapitre justement sur ce croisement, en fait, quel ODD cœur de métier pour quel niveau de collectivité. Vous avez un troisième chapitre qui détaille ODD par ODD, cible par cible, avec des exemples de projets menés par des collectivités multi-acteurs avec les entreprises et les associations. Et vous avez un quatrième chapitre où on donne la parole à 7 collectivités qui nous ont semblé pionnières en 2018. Il est sorti en 2019, ce guide, mais on a fait ce travail de recherche plutôt en 2018. Donc depuis, ça a évolué. Où vous voyez des paroles d'élus, des paroles d'agents territoriaux qui expliquent comment ils s'y sont pris et pourquoi ils ont fait ce choix-là. Merci. Merci beaucoup, Sarah. On peut l'applaudir. Alors, on me dit que si vous voulez respirer un petit peu pour vos interventions, vous pouvez enlever le masque vu que vous êtes à une distance de 1 mètre. Donc voilà, je voulais vous le signaler si vous voulez le faire. Merci beaucoup, Sarah, pour cette intervention qui nous fait bien comprendre en quoi les ODD sont des objectifs très importants à atteindre pour les collectivités et que la responsabilité sociétale permet de les atteindre. Maintenant, je vais passer la parole à Fela, qui va nous parler cette fois-ci selon l'angle entreprise. Comment les collectivités peuvent s'appuyer sur les entreprises pour les aider à atteindre les ODD. Absolument. Donc déjà, merci beaucoup, Salia, de nous donner cette opportunité de vous parler un peu du Global Compact des Nations Unies. Merci aussi pour l'autorisation à enlever le masque, mais par solidarité avec nos participants, je le garde. Et par exemplarité aussi, parce que c'est important, il est difficile à porter, on a envie de l'enlever en permanence, et malheureusement, si on ne le porte pas en permanence, on ne va pas se sortir de l'ornière. Alors, le Global Compact des Nations Unies, c'est un mouvement d'entreprise engagé en faveur du développement durable sous l'égide des Nations Unies. Ce que vous voyez sur votre gauche, ce sont les 10 principes qui structurent ce Global Compact auquel les entreprises adhèrent et s'engagent à respecter. Ce que vous voyez sur votre droite, oui, c'est ça, vous avez à l'intérieur du cercle des couleurs qui représentent les principes du Global Compact et la façon dont ces principes vont aller contribuer aux objectifs du développement durable. Alors pourquoi le Global Compact, qui est un mouvement d'entreprise, est particulièrement positionné sur cette promotion des objectifs de développement durable? C'est parce qu'à partir du moment qu'on a l'adoption de l'agenda 2030, le secrétaire général des Nations Unies, qui est en gros le chef, entre guillemets, du Global Compact des Nations Unies, va donner le mandat
au Global Compact de faire connaître, de traduire ces objectifs dans le monde privé. Donc, depuis septembre 2015, le rôle du Global Compact, c'est d'expliquer, de traduire, d'exprimer en fait les business models, les métiers en objectifs développement durable. Donc, dans le monde, c'est 13 000 entreprises. En France, ce sont 1200 entreprises qui sont 50% de grandes entreprises et 50% de PME, TPE, etc. Et une entreprise sur deux est dans les régions. Et une entreprise sur deux est francilienne par conséquent. Donc, ce qui est important déjà pour pouvoir travailler avec les entreprises sur les objectifs de développement durable, c'est de connaître cette initiative qui vous permet de savoir quelles sont les entreprises qui sont engagées dessus. On peut passer à la slide suivante, la question qu'il faut se poser pour savoir comment travailler au mieux avec les entreprises sur les objectifs de développement durable. C'est une question qu'on a posée au travers d'une enquête qu'on fait tous les ans auprès des entreprises engagées sur ce sujet. C'est d'abord, les ODD pour les entreprises, c'est une démarche complètement volontaire, comme pour l'ensemble des acteurs. Donc, pourquoi elles s'en emparent? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un intérêt? Et ça, c'est les chiffres que vous voyez, c'est essentiellement les chiffres, ce sont les chiffres de 2019. Dès le 13 octobre prochain, on sortira les chiffres de 2020, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site du Global Compact. Deux chiffres qui sont intéressants sur pourquoi elles s'engagent. C'est d'abord à 35%, d'abord parce qu'elles sont membres du Global Compact, bien sûr, mais c'est aussi pour leur permettre d'échanger avec les parties prenantes de la société civile. C'est comme pour les collectivités territoriales, c'est acquérir un langage commun. C'est aussi parce que, comme pour les collectivités territoriales, il y a les questions de marché et les grands donneurs d'ordre commencent de plus en plus à inciter et à demander aux entreprises quelles sont leurs contributions sur les objectifs de développement durable. Donc ça, sont des choses qui vont amener les entreprises à s'y intéresser. Il y a un deuxième point qui peut nous aider aussi à savoir comment travailler, et c'est sur la slide suivante, c'est quels sont les besoins qu'elles expriment dans leur engagement, qu'est-ce qui leur permettrait d'aller plus loin dans leur engagement sur les objectifs de développement durable. Elles sont quand même 70% à nous demander des outils, en particulier des outils d'évaluation, des outils de mise en œuvre et des outils de reporting. Pourquoi ? Parce comme on est sur une démarche volontaire, il y a un fort risque que les entreprises soient taxées d'ODD washing, qu'elles ne soient pas prises au sérieux par leurs parties prenantes. Et donc, elles attendent des acteurs qui les entourent, quels qu'ils soient, qu'on leur donne un cadre le plus commun possible pour pouvoir rendre compte de leurs actions, pour pouvoir les mettre en œuvre, pour pouvoir avancer. Donc ça, évidemment, dans ces outils, donc il y avait également des verbatim, mais on ne les a pas remontés sur ces slides, mais peu importe. Ce qui était intéressant dans les demandes que font les entreprises, c'est qu'elles nous disent « nous aimerions savoir sur un territoire, sur un département, une région, peut-être même sur un domaine plus vaste, mais on aimerait savoir où en est la France, où en est ce territoire sur l'atteinte des objectifs, de façon à ce que si nous avions une contribution sur tel ou tel ODD, et qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, qu'on sache sur quoi en priorité on doit mettre l'accent. Qu'on sache, lorsqu'on répond à un appel d'offres d'un marché public, qu'on puisse mettre en valeur ou repérer quels sont nos axes de progrès. Donc ça, dans cette question de mesure, il y a la mesure de leurs propres actions, mais il y a aussi la mesure de l'atteinte des ODD sur le territoire sur lequel elles ont leurs activités, entre autres. Dernier point, et je n'irai pas plus loin, c'est quand elles nous parlent de qu'est-ce qui bloque
quels sont les freins principaux aujourd'hui pour aller plus loin sur les ODD, elles nous disent eh bien, c'est que nos parties prenantes ne parlent pas encore toutes le langage des objectifs de développement durable. Elles sont 50% à nous dire on aimerait que les pouvoirs publics, que les acteurs avec lesquels nous sommes en lien, pouvoirs publics, acteurs, enfin, collectivités territoriales et de façon aussi plus large, acteurs de la société civile, parlent ce langage. Et ça, c'est vraiment la force et l'intérêt des objectifs de développement durable que les entreprises ont très vite vu. C'est un langage commun qui a sens, qui fait sens à l'échelle d'un territoire, qui fait sens à l'échelle d'un pays et qui fait sens à l'échelle du monde et qui nous permet de converger. Donc voilà, ça c'est un peu les espoirs, la liste, les attentes des entreprises vis-à-vis de l'ensemble de leurs parties prenantes et en particulier des collectivités territoriales, c'est parler avec nous, ODD, donnons-nous des chiffres et partageons des informations pour que nous puissions, nous, entreprises, en tous les cas pour celles qui sont engagées, on parle des plus engagées, que nous puissions orienter nos activités et poser nos actions là où il y a le plus d'intérêt sur le territoire. Voilà, donc je vous invite à visiter, à venir nous passer un coucou sur notre stand au Global Compact, mais aussi à venir à nos webinaires qui sont ouverts à tous et qui permettent comme ça de construire ce vocabulaire commun, ce langage commun dont on a vraiment besoin pour la résilience et pour atteindre ces objectifs de développement durable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Fela. Donc effectivement, les entreprises sont motivées aujourd'hui pour travailler main dans la main avec les collectivités. Donc effectivement, en parlant le même langage avec les ODD, ça permettra de faire avancer les projets beaucoup plus rapidement et de mettre toutes les forces en commun pour les atteindre. Maintenant, je vais passer la parole à Marie Lapal de la Maïf, qui va, à travers son entreprise d'assureurs militants et d'entreprises à mission, vous donner des exemples concrets de projets d'une entreprise qui permettent à des collectivités justement d'atteindre les ODD. Oui, bonjour à tous. C'est bon, ça fonctionne bien. Effectivement, alors déjà pour rebondir sur ce qui vient juste d'être dit, on est adhérent au Global Compact. Alors j'étais en train de, je ne sais plus si c'est 2006 ou 2008, mais assez rapidement on est devenu entreprise adhérente et je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. On a effectivement vraiment dans nos réflexions comment on peut, quelle est notre responsabilité sur les territoires, comment on peut travailler avec les collectivités territoriales, puisqu'en tant qu'employeur sur les territoires, en tant qu'acteur territorial français, on a vraiment ces questions-là. Et effectivement, je rebondis complètement sur ce qui vient d'être dit, sur comment nous, entreprises, avec notre responsabilité, on peut accompagner nos acteurs et les collectivités territoriales pour dupliquer, en tout cas augmenter les actions au niveau des territoires en accompagnant les acteurs. Par rapport au témoignage, déjà, qui est Maïf ? Alors Maïf, vous connaissez, je pense tous, certainement en tant qu'assureur des personnes physiques, mais c'est aussi un assureur des personnes morales. Donc 1934, création de la Maïf. 1954, donc 20 ans après, la Maïf s'est ouverte aux personnes morales, donc pas uniquement aux particuliers. Parmi ces personnes morales, on est aujourd'hui le premier assureur des associations. Donc c'est ce que vous voyez sur les petits pictos. On est premier assureur du monde associatif et on accompagne plus de 180 000 structures, associations bien sûr, mais aussi structures à but non lucratif, fondations, également coopératives, SCOP, mutuelles, et également des collectivités territoriales. Et donc en 2010, on a ouvert nos statuts pour justement assurer les collectivités territoriales et on en assure aujourd'hui plus de 1200, plutôt des petites collectivités territoriales, moins de 2000 habitants. Et donc, effectivement, dans notre responsabilité, effectivement, on est acteur économique sur des territoires, on a la logique d'une chaîne de responsabilité, c'est-à-dire comment on va pouvoir accompagner d'un côté nos fournisseurs et nos prestataires, mais aussi nos clients,
dans une chaîne comme ça où les uns et les autres vont essayer de grandir ensemble vers plus de prise en compte du développement durable à chacun des niveaux. Donc là, je vais vous prendre quelques exemples. Il faut que je fasse court puisque j'ai que quelques minutes. Donc, je vais vous prendre quelques exemples de projets qu'on a menés pour nos collectivités territoriales dans l'accompagnement. Il y a l'exemple à droite, en bas à droite du coup, de 1000 cafés. Donc 1000 cafés, c'est une opération qui a été créée par le groupe SOS, qui vise à accompagner des petites collectivités, des toutes petites communes qui ont la problématique de désertification des commerces, vers la création de, on va dire, cafés multiservices coopératifs. Nous, on est assureurs on a eu l'appel d'offres d'assureurs de ces 1000 cafés, de cette opération 1000 cafés, mais on ne s'est pas contenté d'être assureur. On va aussi accompagner avec du don de mobilier, du don de matériel informatique. Donc là, l'idée, c'est de dire comment on peut aider ces petits cafés et cette opération qui est une opération avant tout solidaire vis-à-vis des territoires. Donc là, on voit qu'on va répondre à certains objectifs du développement durable et aider la collectivité à pouvoir justement développer des cafés. Je vais vous prendre une autre initiative, c'est avec Énergie Partagée. Alors, Énergie Partagée, c'est une tête de pont, un financeur de projets citoyens de production d'énergie renouvelable citoyens. Alors, pour le dire plus simplement, vous avez tous vu des champs d'éoliennes ou des panneaux photovoltaïques sur des écoles. Parfois, c'est des investisseurs privés qui le font. Parfois, c'est des citoyens qui se regroupent au niveau d'une collectivité pour co-lancer le projet. Donc, au niveau des citoyens, mais très souvent avec l'appui de la collectivité qui cofinance. Là, on est vraiment dans des projets où la gouvernance, elle est tenue par des citoyens. Et nous, ce qu'on a fait, Maïf, c'est on a créé une offre d'assurance sur mesure pour ces porteurs de projets citoyens. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, notre offre avait des garanties qui étaient un peu classiques, mais qui ne collaient pas exactement aux besoins de ces projets. Donc là, voilà, on a vraiment travaillé avec Énergie Partagée qui soutient toutes ces structures citoyennes sur le territoire, qui est une tête de pont, en fait, qui soutient tout un tas de structures et qui les accompagne pour créer un partenariat avec Énergie Partagée et non seulement aider avec Énergie Partagée de ces projets à émerger du territoire, tout simplement, déjà à créer ces groupes de citoyens, comment on s'y prend, citoyens, collectivités, et aussi derrière à proposer la solution d'assurance qui va bien. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'aller trouver comme ça des partenaires pour co-proposer des choses aux collectivités. Je vais vous prendre aussi un exemple plus, on va dire en propre, là, c'est Ma Ville Engagée. Ma Ville Engagée, c'est une plateforme citoyenne d'engagement citoyen qu'on a créé au sein de la Maïf, qu'on est en train de tester sur la ville de Niort, là, donc, cette année. Le principe, c'est les citoyens peuvent, sur cette plateforme, dire « j'ai envie de faire un projet à impact social ou environnemental sur mon territoire. J'ai envie d'organiser une collecte des déchets dans les rivières. » En canoë. J'ai envie d'organiser la repeinte d'un bâtiment qui est en délabrement. J'ai une idée en tant que citoyen, j'ai envie de faire quelque chose et je le poste sur cette plateforme. Et moi, quand je suis collectivité territoriale, j'ai cette plateforme et je vois les initiatives de mes citoyens dans ma collectivité. J'ai cette vue pour pouvoir voir comment je peux donner de l'ampleur à ces initiatives. J'ai aussi la vue sur d'autres collectivités qui ont eu comme ça des projets de soutien pour me donner des idées. Donc là, l'idée, c'est de créer une plateforme de dialogue citoyens et collectivités pour faire émerger des projets individuels ou de petits groupes de citoyens. Et je vais finir par le partenariat avec Lucie, qui est donc aujourd'hui l'initiateur de cette conférence. Lucie, donc vous allez expliquer un peu plus tard ce qu'est Lucie, c'est un label d'évaluation de la performance extra-financière des acteurs, entreprises ou collectivités. Et nous, on est en train de nouer un partenariat avec Lucie pour co-proposer des formations, des accompagnements pour justement aider les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales à intégrer et être dans cette démarche de ce que vous disiez à l'instant, d'amélioration continue, en ayant un peu le chemin soit d'une labellisation ou tout simplement de formation pour pouvoir intégrer les notions, intégrer les dispositifs. Est-ce que j'ai tenu dans le temps ? Très bien, merci beaucoup Marie. On peut l'applaudir effectivement.
Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter très rapidement, du coup, vous posez la question comment y aller, quelle solution. Donc, chez l'agence Lucie, on peut vous proposer une solution pour intégrer la responsabilité sociétale et viser l'atteinte des objectifs développement durable. Donc, l'agence Lucie, aujourd'hui, on est une agence de labellisation, donc qui proposons plusieurs labels, soit qui intègrent toute la RSE ou bien des labels thématiques pour s'engager dans la responsabilité sociétale. Et on est aujourd'hui à peu près 650 organisations engagées dans des démarches de labellisation ou labellisées. Alors, moi, je vais vous parler plus précisément du label Lucie 26 000 collectivité, qui est en fait une déclinaison sectorielle de notre label générique Lucie 26 000 et qui a donc été adapté aux enjeux des collectivités. Ce référentiel a été vraiment co-construit avec les parties prenantes et une collectivité, notamment la communauté de communes de la vallée du Haut-Anjou, qui a participé donc à cette expérimentation pour co-construire avec, sur le terrain, avec des parties prenantes de territoire, un référentiel basé donc sur l'ISO 26 000, la référence internationale qui définit la RSE, et l'adapter aux spécificités des territoires. Et donc, on a revu avec des groupes de travail et on a écrit ensemble ce référentiel qui vraiment illustre les spécificités des collectivités. Donc là, vous avez une vision sur le référentiel. Donc, on retrouve les 7 questions centrales qui se déclinent en 25 principes d'action, 25 grands enjeux. Et donc, vous voyez qu'on a notamment adapté les intitulés et le contenu des enjeux pour que ce soit parlant et adapté aux collectivités. Donc, je passe très vite parce que je voudrais vraiment laisser la parole au témoignage justement de Christophe. Le processus de labellisation, en gros, c'est un processus qui vous permet vraiment d'intégrer la RSE dans votre stratégie et dans votre activité en tant que collectivité, dans votre feuille de route. Et donc, c'est plusieurs étapes, de la formation pour vraiment s'approprier les enjeux, en lien aussi avec les ODD. Il y a une parfaite cohérence entre l'ISO 26 000 et les ODD. Ce n'est pas deux choses différentes, hein. Et donc, vous pouvez ensuite vous auto-évaluer via un outil. Une fois que vous êtes auto-évalué, donc vous avez fait un état des lieux, vous avez un évaluateur tiers externe qui vient vérifier et vous challenger, vous questionner sur ce que vous avez mis en place. Vous proposez aussi des recommandations de progrès. Vous êtes ensuite invité à définir un plan d'action sur 3 ans, puisque le label dure 3 ans. Pour que vous puissiez progresser, parce que c'est une démarche d'amélioration continue. Ensuite, l'attribution du label est attribuée par un comité de labellisation externe à l'agence Lucie, d'experts indépendants, et qui statue du coup sur votre labellisation, qui vous attribue le label. Vous avez ensuite un suivi à 18 mois pour vérifier que vous avez bien mis en œuvre vos engagements sur le plan d'action et que vous êtes vraiment dans la démarche d'amélioration. Et au bout de 3 ans, vous avez un renouvellement. Et quand vous intégrez vous engagez une démarche de labellisation, vous intégrez la communauté Lucie, donc les 650 organisations aujourd'hui, à travers des dispositifs, des outils, des moyens d'animation aussi de cette communauté. Et notamment, vous avez aussi accès à une base de bonnes pratiques RSE qui vous permet aussi de construire justement vos plans d'action RSE. Et qui vous permet de progresser dans votre démarche. Là, je vais passer pour laisser vraiment la parole à Christophe. Aujourd'hui, nous avons 2 collectivités qui sont labellisées. Donc aujourd'hui, la vallée du Haut-Anjou et puis Baugé en Anjou, qui sont aussi labellisées depuis décembre 2019. Et je te laisse la parole, Christophe. Merci. Donc j'avais prévu d'enlever mon masque, mais j'ai bien entendu ma voisine de gauche. Donc j'ai simplement le changé. Il est un peu moins chaud, celui-là, un peu plus léger. Je pense que vous allez mieux m'entendre. Donc j'aurais aimé savoir déjà si dans l'Assemblée, il y avait beaucoup de collègues fonctionnaires territoriaux
qui assistez au Salon Pro Durable. Si vous l'êtes, levez la main. Donc j'en vois une. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, on sera au moins deux. Hein. Donc effectivement, on m'a demandé d'intervenir sur l'expérience de la labellisation RSE, enfin la labellisation ISO 26000 RSE à la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou. C'est avec plaisir que je réponds à chacune de vos sollicitations, Lucie, puisque nous sommes très satisfaits du travail que nous avons pu mener ensemble. Vous avez su, comme vous l'avez dit, adapter le référentiel des entreprises aux collectivités locales. J'aimerais rendre aussi à César ce qui est à César. Je remercierai toujours le conseil départemental du Maine-et-Loire qui nous a beaucoup aidés dans cette démarche. Alors déjà, rien que vouloir affirmer que la RSE devait être appliquée aux collectivités locales, sachez bien que c'est déjà une première transformation. Hein, c'est quand même un changement de paradigme. Alors, je vous invite simplement à regarder, le chemin est encore long, voire très long. La loi oblige les communes de plus de 1000 habitants à imposer la parité sur les listes électorales et dans les exécutifs locaux. Je n'ai pas encore les chiffres, mais d'après mon ressenti, d'après les territoires que je connais, on va vérifier si cette obligation de parité s'est également dupliquée dans les établissements publics de coopération intercommunale. Je pense malheureusement connaître la raison. Donc simplement, la solution. Simplement vous dire que la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou est une communauté de communes qui se situe au nord d'Angers. On a 10 ou 15 minutes d'Angers. Donc on est une collectivité très périurbaine et très rurale et périurbaine. Et vous pouvez constater que le trait, alors il doit être violet là, le trait violet, hein, donc c'est la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, Angers est juste en dessous, et on est constitué de 3 anciennes communautés de communes. Hein, parce qu'il faut savoir que 36 000 communes, on est à près de 100 000 établissements publics de coopération intercommunale, alors ça doit être compliqué pour les novices de s'y retrouver dans ce millefeuille. Eh bien, l'État avait décidé, par la loi Notré de 2015, de fusionner autoritairement, quasi autoritairement, des communautés de communes. Donc nous sommes 3 anciennes Comcom avec des pratiques différentes. Alors on a tous le syndrome que notre pays est différent du voisin, on est tous différents. Hein, mais même si on fait la même chose, on est différents. Donc, 3 anciennes communautés de communes et le président actuel qui a été reconduit a décidé de s'engager à corps perdu dans cette réforme territoriale. Donc, nous avons fusionné les 3 Comcom en 2017. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 anciennes Comcom étaient également constituées de 30 communes. On est passé à 16 communes. Et qu'également, on a créé un espèce de GIE fonctionnel, service support, où tous les agents, la plupart des agents des communes ont été transférés au GIE. Donc dites-vous bien que la fameuse douceur angevine s'est trouvée un peu bousculée en 2017. Hein, donc une fusion de 3 Comcom, on divise par 2 le nombre des communes et 270 fonctionnaires territoriaux qui n'avaient rien demandé à personne ont changé d'employeur sans qu'on leur demande leur avis. C'est plus simple. Donc, il fallait créer, une gouvernance nouvelle et imaginer une culture commune. Vous allez voir où je veux en venir, hein, la raison d'être. Ce qu'il faut savoir aussi, alors je ne sais pas si c'est la suivante. Voilà, voilà, c'est la Comcom, ça, vous voyez. Hein, donc, quelques chiffres, mais de toute façon, je suppose qu'ils ont accès aux slides. Une communauté de communes aux faibles moyens financiers dans un monde concurrentiel. Le monde des collectivités locales est concurrentiel, même si on ne l'imagine pas. Certes, ce n'est pas aussi prégnant et aussi brutal que dans la grande distribution, mais nous sommes dans un monde concurrentiel, nous, collectivités locales. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut les entreprises pour avoir leur fiscalité. On veut des ménages pas trop pauvres, parce que sinon, il faudrait dépenser de l'argent. On veut des agents de très bonne qualité. Et on veut faire du développement urbain, on veut faire plein de choses. D'accord ? Et donc, il fallait pouvoir nous distinguer également des 1200 collectivités locales EPCI. Et on a trouvé ce label, Lucie 26000. Je vais être clair avec vous, pour aussi en faire un outil de marketing territorial. On a créé une marque employeur, on a créé une marque territoire. Et en plus, si on peut contribuer au 17 ODD, eh bien, c'est pas plus mal.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous étions composés d'hommes et de femmes. Et quand je dis d'hommes et de femmes, les hommes étaient élus et les femmes étaient fonctionnaires. Hein. Donc, avec une faible concurrence, avec une faible conscience du monde qui les entoure. Donc, on s'est retrouvé un défi économique. Alors, je lis mes notes, hein, vous m'en excuserez. Défis économiques, défis écologiques, climatiques et défis démographiques, parce que la communauté de communes attire, comme tout l'ouest de la France, hein, et le Angers en particulier, nous attirons énormément, nous attirons énormément, le prix du terrain est encore relativement peu cher, on peut encore avoir des parcelles de 400 ou 500 mètres carrés, donc c'est plutôt intéressant, d'accord ? Donc, on est, avec ces défis, on change de paradigme. Hein, clairement, alors j'ai assisté, et puis j'arrêterai là, mais sur une conférence d'un philosophe sur le monde anthropocène versus le monde moderne. Je vous invite tous à regarder, et ça change vraiment notre façon de voir le monde. Donc tout ça pour dire qu'il fallait bien évidemment, entre guillemets, bousculer tout cela, dans le total respect des parties prenantes, ce que nous n'avons pas toujours fait, clairement, je vous le dis, puisque nous avons fait toute cette fusion, cette réorganisation très rapidement, et nous n'avons pas toujours pris le temps de lever la tête et de mesurer les impacts de nos décisions. Hein, et dites-vous bien que dans la RSE, alors quand nous on dit RSO, hein, organisation, parce que eux c'est entreprise, et puis on pense que le monde des entreprises est différent du monde des organisations, mais moi j'y crois pas. Bon, il y a peut-être l'intérêt général et l'intérêt particulier qui changent, mais je pense que maintenant le monde est, comme l'a dit ma voisine de gauche, c'est global. Hein, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est que les entreprises nous attendent. Hein, d'accord ? Eh bien, écoutez, au moins ils ne nous attendront pas beaucoup à la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, parce qu'on s'est engagé avec la commune de Baugé également, hein, que je tiens également, je tiens à féliciter et à souligner. Donc en fait, on veut engager une transition durable, on veut cultiver des marges de progrès, on veut aller de plus en plus vers le progrès, on veut aller vers une performance publique, une évaluation des services publics. Ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu, ou alors j'ai été distrait, mais pour nous, la RSO nous permet d'évaluer la performance publique. Et en plus, on s'oblige à le faire. Ce n'est pas une fois tous les 7 ou 8 ans, lorsque la Chambre régionale des comptes vient pour examiner la comptabilité et faire quelques remarques très souvent pertinentes sur les 5 ou 7 dernières années. Non, nous, c'est systématiquement, tous les 18 mois, on rentre dans un cycle d'évaluation. Donc, on voulait également créer une culture et un avenir commun. Et bien évidemment, ce que je vous ai dit, donc, culture et avenir commun entre des hommes et des femmes différentes, et bien évidemment, ce que nous avons fait, nous en profitons, et je vous remercie encore, Saliane, de m'avoir invité, c'est du marketing territorial, hein, toujours pour nous distinguer. Donc, on a tendance à le dire, jusqu'à preuve du contraire, qu'en février 2019, la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou a été la première organisation publique à avoir été labellisée ISO 26000. Donc, je ne pense pas, à chaque fois que je le dis, personne ne me contredit. Si ce n'était pas le cas, je dirais qu'on est les seconds. Hein, par un organisme indépendant, le label Lucie. Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que nous avons été labellisés en février 2019. Le comité de labellisation a eu lieu en décembre. En décembre, lorsqu'on a présenté notre projet, on s'est dit, c'est bon, on va être labellisé. Que nenni, nous avons eu une mauvaise surprise. Le comité de labellisation a décidé de ne pas nous labelliser. Bon, là, on ne s'est pas laissé faire, dans le sens où on a démontré avec force et conviction que nous méritions ce label. D'accord, et que nous allions apporter très rapidement un certain nombre d'arguments pour avoir ce label. Parce que je ne voulais pas que le soufflet retombe. Il y a eu un énorme travail des équipes, et je tiens à les remercier. Les équipes se sont fortement mobilisées, plus que les élus. Mais j'ai eu la chance, et j'ai la chance, et la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou a la chance d'avoir quelques élus, et notamment le premier d'entre eux, le président, M. Glémaud. Je vais mieux le dire, M. Glémaud, hein, d'accord, pas aussi rapidement. On a la chance d'avoir cette équipe, d'avoir quelques élus relais pour nous amener vers, et là, j'allais vous dire, vers une démarche de développement durable. Alors, je vais vous donner quelques exemples, parce que vous êtes tous friands d'exemples, hein. Mais
nous, la labellisation RSO, c'est de la marge de progrès vers de la performance publique. Alors, je suis assez ancien pour encore faire quelques références musicales anciennes. Hein. Il y avait une chanson de Jacques Brel qui disait « Atteindre l'inaccessible étoile ». D'accord ? Dans L'homme de la Mancha, eh bien, nous, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite atteindre une qualité des services publics locaux la plus performante qu'il soit. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire performante au sens financier, ça veut dire aussi au sens social. Au sens social. Donc, quelques exemples, parce que vous allez me dire, mais quels sont les exemples concrets ? Bon, j'avais plein de slides, hein, mais je vais regarder peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Quelques exemples. Eh bien, écoutez, souvent les collectivités locales disent, oui, nous, nous payons à moins de 30 jours nos fournisseurs. Lorsque nous avons fait l'étude sur les délais de paiement des fournisseurs, nous étions au-delà des 30 jours. Sachez que le paiement des intérêts moratoires et de retard est d'ordre public. Je me dois, même sans que l'entreprise le demande, je me dois de payer les intérêts moratoires et de retard. Comme les 36 000 communes et les 1200 organismes publics. Bien, très peu le font. Nous, on ne le fait plus, on ne le fait pas, tout simplement parce qu'on s'enorgueillit d'avoir, pour la plupart de nos factures, un paiement en deçà de 30 jours, et 80% de nos factures sont payées à 20 jours. Attendez, bravo, c'est un combat de tous les instants. Néanmoins, il y a encore des factures qui sont payées au-delà. Donc là, on analyse les raisons pour lesquelles nous payons au-delà. Si c'est de notre responsabilité, nous assumons nos responsabilités. Si l'entreprise, parce que vous n'êtes pas non plus, si vous n'êtes pas du monde des collectivités locales, peut-être du monde des entreprises assimilées, je vais arrêter, d'accord ? Et donc, nous regardons les raisons. Deuxième exemple concret, là où on en est très fiers, c'est l'audit RPS, risques psychosociaux. Nous avons, avec les agents, grâce à un cabinet extérieur, nous avons établi nos risques psychosociaux. Nous avons établi un audit très scientifique. Pour certains d'entre eux, ça a été assez rude, y compris pour le premier d'entre eux, c'était moi, d'accord ? Eh bien, nous avons assimilé risques, cet audit, et nous sommes en train, avec les agents, les parties prenantes, la médecine du travail, nous sommes en train de développer un plan d'action pour limiter au maximum les risques psychosociaux. Alors, vous voyez, il y avait plein d'exemples. On vous a parlé des dépendances de la voirie. Chez nous, la voirie, c'est extrêmement important. L'élagage des haies pour améliorer la sécurité des routes et déployer la fibre optique, c'est extrêmement important. Donc, un certain nombre d'exemples, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez avoir quelques exemples, et c'est avec plaisir que je vous les donnerai. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 10 minutes. Donc, un grand merci, Christophe, pour ce témoignage super sur cette démarche qui a été mise en place. Malheureusement, on n'a plus trop le temps pour la partie questions, donc n'hésitez pas à venir nous voir au stand Lucie. On se fera plaisir de vous répondre. Donc, désolée d'écourter, mais on doit rendre la salle. Merci beaucoup, en tout cas.